Parler de promotion, effectivement notre association concerne d'une part un organisme qui fait de la promotion et d'autre part un organisme qui fait de l'étude et de la recherche. Autrement dit, ne vous attendez pas trop à ce que je fasse ce soir de la promotion de Picard, je crains même que vous en ressortiez complètement découragé. À cause des problèmes que je vais essayer de soulever, et qu'il me paraît intéressant de soulever. Pardon. À vrai dire, mon métier, c'est plutôt même de soulever des problèmes que de donner des réponses. En tout cas, c'est ça que je trouve le plus intéressant. Alors, vous avez vu ce titre avec naissance au pluriel. Donc, je rectifie ce qu'a dit M. Le Ribaud, ce n'est pas la naissance que je vais essayer de vous présenter, mais des naissances. Avec d'abord quelques préalables. D'abord qu'une langue, pour les linguistes, c'est une question. Les linguistes sont probablement les seuls à ne pas savoir ce qu'est une langue. Ce qui n'est pas très étonnant quand on y réfléchit, et je vais vous inviter à y réfléchir avec moi au cours de cet exposé, mais de même les physiciens qui travaillent sur la matière sont probablement les seuls à se demander vraiment en quoi consiste la matière. Les biologistes qui travaillent sur la vie se posent comme question ultime qu'est-ce que la vie, les musiciens se demandent ce qu'est finalement la musique, etc. Donc ce terme langue lui-même est problématique. Quand on parle d'une langue en particulier, on a donc affaire à plusieurs usages. Pour les uns, c'est une évidence, et pour d'autres, c'est un problème. En ce qui concerne le français, on n'a pas trop le choix, étant donné qu'on a derrière nous un consensus de 8 siècles. Depuis 8 siècles, on n'a guère le choix et on doit considérer le français comme langue. Comme vous savez, pour le Picard, ce n'est pas le même cas, et de ce fait, la position est moins confortable. On est mieux placé pour se poser un certain nombre de questions fondamentales, et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce domaine, sur le plan de la recherche. Enfin, les étiquettes de langue, dialecte, patois, sur lesquelles on s'interroge tant, eh bien, ce ne sont que des étiquettes. Ce que je vais vous raconter aura bien sûr pour but d'éclairer ce qui peut se mettre derrière ces étiquettes, mais en tout cas, je dois commencer en vous appelant à ne pas vous contenter d'étiquettes qui sont, comme chacun sait, il suffit d'aller dans une grande surface pour le constater, à prendre avec des pincettes. Et finalement, donc, mon but est de vous amener à concevoir autrement ce qu'est une langue, autrement que ce que nous faisons tous dans la vie quotidienne. Encore des préalables un petit peu généraux. Bien entendu, nous séparons radicalement le biologique et le culturel. Autrement dit, il n'y a rien à voir entre race et langue, ni même entre composition ethnique et langue. Et nous séparons également le culturel et le linguistique. Autrement dit, il y a dans l'histoire et dans le monde un grand nombre de populations qui changent de langue, ou qui ont changé de langue, tout en restant elles-mêmes. De nouvelles langues sont apparues dans les populations anciennes. Des langues sont mortes, bien que les populations restent vivantes. Dans certains cas aussi, les langues sont mortes parce qu'on a massacré les populations, bien entendu. Enfin, les cultures diverses attachent plus ou moins d'importance à la langue. Souvent beaucoup, certes, mais parfois pas du tout. Et en outre, certaines cultures se définissent par plusieurs langues. Le cas extrême étant celui des Indiens Vopé en Amazonie, qui se définissent eux-mêmes, qui arborent, si vous voulez, non pas une langue, mais une vingtaine de langues. Nous avons une vingtaine de langues. Et chaque individu en connaissant seulement 4 ou 5, le groupe collectivement a pour définition une pluralité de langues. Bon. Vous voyez, tout ça, ça nous décentre un petit peu par rapport aux traditions dans lesquelles nous sommes inscrits. Et enfin, non pas tout à fait enfin, mais à ce propos, il faut signaler aussi que dans le monde, la situation la plus banale est celle du multilinguisme ou du plurilinguisme,
Et l'exception, c'est le monolinguisme. À l'échelle des 4 ou 5 000 langues du monde, rares sont les personnes qui ne connaissent qu'une langue. Ultime précaution, j'y arrive. Je vais user et abuser du mot de naissance. Il faut quand même que nous nous rappelions que ça n'est qu'une image. La mort des langues aussi n'est qu'une image. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est de distinguer, d'une part, le fait linguistique, une forme de langage que j'utilise pour m'exprimer, et on est donc à ce moment-là dans une histoire continue, ça ne fait qu'évoluer, il n'y a pas de naissance, même de façon métaphorique, et d'autre part, ce qu'on peut appeler une langue, c'est un ensemble de formes de langage qui est conçu, qui est désigné, qui est nommé par un groupe humain. Et là, éventuellement, on peut utiliser l'image de la naissance. Donc, distinction entre le linguistique et la langue, qui est une construction d'un autre ordre. La tradition française nous a donné de mauvaises habitudes. En particulier, elle nous a transmis une sorte d'historiographie ad hoc, orientée. On commence l'histoire de France à Clovis, 5e siècle. Bon. On annexe Charlemagne, dont on fait une sorte de souverain français. On parle des 8 siècles de royauté dans les mêmes termes qu'on utilise aujourd'hui pour la République, c'est-à-dire nation, patrie, unité, etc. Tout ça, ça ne tient pas debout. Bref, on raconte l'histoire de France, on raconte l'histoire de cette région du monde, comme si elle n'avait qu'un but, c'est d'arriver à la situation que nous avons aujourd'hui, et aux thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui. Bon. Alors nous allons essayer de ne pas faire la même chose pour le Picard. Avant de parler de naissance, nous allons parler généalogie et gestation. Nous allons filer la métaphore sans vergogne. Généalogie. Bien entendu, nous sommes au sein de la famille indo-européenne, la famille des langues indo-européennes. C'est-à-dire que, comme vous savez, de l'Inde du Nord jusqu'à l'ouest de l'Europe, à peu près toutes les langues sont apparentées, sont cousines, si vous voulez. Donc qu'il s'agisse de l'hindi, qu'il s'agisse de la romanie, la langue des tziganes, qu'il s'agisse du kurde, du grec, des langues slaves, etc. Toutes ces langues-là sont cousines. Bon. Donc aussi les langues germaniques et les langues celtiques. Par exemple, il y a une parenté et une proximité entre la langue gauloise et la langue latine, qui peut expliquer pas mal de choses aussi sur la disparition du gaulois. Ce que je dis sur cette parenté, ce cousinage, bien sûr, ne concerne pas ni le hongrois, ni le turc, ni le finnois, ni le basque, ni l'arabe. Donc il y a quand même des limites à cette famille indo-européenne. Et cette famille de langues, on la suit, on retrace un certain nombre de choses qui la concernent sur environ 5 millénaires, ce qui est un cas privilégié donc, sur le plan de la documentation et de l'archéologie. Dans cette famille, il faut distinguer une famille un peu plus étroite, qui est la famille romane, ou autrement dit néo-latine. Ce sont les langues qui, d'une façon ou d'une autre, dérivent du latin. Pour ne citer que des langues d'État, le roumain, l'italien, le portugais, l'espagnol, le romanche ou gréco-roman. Les langues dites gallo-romanes, langue d'oc dans le sud de la France, langue d'oïl dans le nord de la France, sont, elles, non plus des langues cousines, mais des langues sœurs. Voilà pour la généalogie. La gestation. Alors, la gestation, comme vous savez, toujours pour filer la métaphore, ça se passe parfois avec des malaises. Eh bien, les malaises en l'occurrence, ce sont les malaises de l'écroulement de l'Empire romain. C'est-à-dire, ça commence très très tôt, avec les invasions celtiques dans cette région qui un jour deviendra la République française, ou la France.
Donc ça commence très tôt avec les invasions celtiques qui commencent vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, à peu près au même moment où s'édifie la puissance romaine, s'édifie déjà aussi le pôle contraire, si vous voulez. Et quand arrive l'invasion romaine, il faut la concevoir comme une invasion de commerçants autant que de militaires. Ce n'est pas seulement les armées romaines qui sont entrées, mais d'abord les commerçants romains. Et quand on parle de l'Empire romain, il faut se garder de le concevoir comme un État moderne. Ça n'a rien à voir avec un État moderne. Par exemple, la conséquence linguistique de ces différences fondamentales, c'est en particulier qu'on ne sait que très peu de choses sur les langues des populations qui ont été agglomérées dans l'Empire romain. C'est-à-dire que ça n'était pas une question. On ne se pose la question que depuis peu de temps. Je reviendrai sur ce point-là. Quant à la culture, ça ne concerne que les élites, et donc les problématiques ne sont pas les mêmes que celles que nous connaissons. Le gaulois disparaît à peu près, comment dire, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'au 5e siècle après Jésus-Christ, le gaulois a disparu. Donc ces langues celtiques, cet ensemble de langues celtiques qu'on appelle le gaulois, est resté là un peu moins de 10 siècles, et ça a laissé une petite centaine de mots dans la langue française d'aujourd'hui. Mais le latin n'est pas non plus le latin que nous avons peut-être fréquenté à l'école. Ce n'est pas le latin de Cicéron. Le latin dont nous parlons dans l'Empire romain, c'est le latin tel qu'il se parle, ce qu'on appelle le bas latin, ou le latin vulgaire, ou le latin tardif. Vulgaire parce que c'est le latin de la foule, si vous voulez. Et cet écroulement de l'Empire romain aboutit tout à fait normalement à ce qu'on appelle la fragmentation linguistique, c'est-à-dire qu'on se met à parler de façon différente par-ci, par-là. Les derniers coups de boutoir sont donnés par les invasions germaniques. Au IVe siècle après Jésus-Christ, les Visigoths, au 5e, les Burgondes, à la fin du 5e, les Francs, et comme vous savez, les Francs se sont installés durablement, puisque pendant 5 siècles, entre le 5e et le 10e siècle, tous les souverains, tous les rois de France, sont de langue maternelle germanique. Hugues Capet, arrivé sur le trône en 987, est le premier à être de langue maternelle romane. Pendant 5 siècles, les rois parleront évidemment leur langue germanique d'origine. D'où l'influence forte des langues germaniques sur la situation linguistique de cette région du monde. Et comme cette influence est probablement plus forte que dans le nord que dans le sud, les Francs sont restés dans le nord, c'est ainsi qu'on explique généralement les différences de langage principales entre nord de la France et sud de la France, c'est-à-dire entre le groupe dit de langue d'Oïl et le groupe de Languedoc. Alors, pardonnez-moi ce long rappel, mais c'est aussi pour créer un petit peu une ambiance. Nous sommes dans un monde où tout bouge. Et tout bouge sans cesse. Ça n'a pas commencé hier à bouger, ou ça n'a pas commencé à telle ou telle date. Tout bouge sans cesse dans ce paysage linguistique. Et, conclusion, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas à bouger aujourd'hui. Parlons de naissance. Ça va se situer au IXe siècle. Donc à cette époque, des différenciations existent, mais elles sont encore peu profondes, elles s'esquissent seulement. En gros, entre 3 zones, à savoir la zone d'Oc, la zone d'Oïl et la zone dite franco-provençale, qui va de la Savoie à la Suisse. Ces différences ne sont pas encore très accusées, c'est la période suivante, celle du féodalisme, qui va amener leur développement et leur caractérisation la plus forte. Il se passe des choses tout à fait intéressantes à l'époque de Charlemagne.
Comme vous savez, Charlemagne s'entoure d'un certain nombre d'érudits qu'il va pêcher dans les principales abbayes des territoires qui sont sous son contrôle. Il est lui-même donc évidemment de langue allemande, sa capitale c'est Aix-la-Chapelle, mais étant donné que tout le monde dispose d'une langue commune qui est le latin, il n'y a pas de problème pour aller pêcher des fonctionnaires un peu partout. Et je vais vous parler d'un de ces fonctionnaires qui s'appelle Alcuin. Alcuin est un élève, et Alcuin est de Newcastle, dans le nord de l'Angleterre, dans le Northumberland, ce qu'on appelait en français un peu plus ancien la Northumbrie. Et Alcuin est un élève de ce grand philosophe qui est Bède le Vénérable, que vous avez tous fréquenté pendant vos études de théologie, bien entendu. Alcuin a eu sa formation dans l'archipel britannique. On a ses traces en Irlande, on a ses traces dans différents monastères d'Angleterre. Et puis un beau jour, dans les années 798, Charlemagne le fait venir auprès de lui. Et Alcuin découvre une situation à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Parce que chez lui, il savait bien que les paysans ne parlaient pas latin. Ils parlaient saxon. Bon. Or, ce que Alcuin s'attendait à trouver, c'était d'arriver en terre romane, d'arriver dans un pays où tout le monde parla latin. Il arrive là, et il s'aperçoit que le latin que lui a appris, c'est une évidence, il est cultivé, les gens d'ici, les gens du lieu, ne le comprennent pas, tout simplement. Bon. Alors c'est une question qui est d'actualité dans les années 800. Le clergé a déjà remarqué ça depuis belle lurette, et c'est un problème, puisque le clergé doit parler latin, or les gens ne le comprennent difficilement. Alcuin lui-même fait une expérience importante à l'abbaye de Saint-Riquier. Il prend à tâche de réécrire l'histoire du saint, la géographie, l'histoire de Saint-Riquier. Et donc il se rend à l'abbaye de Saint-Riquier où il demande où est le récit canonique de la vie du saint. Et on lui donne un récit, pas trop mal écrit en latin, mais assez pauvre, assez peu intéressant. Ça ne le satisfait pas. Alors il cherche, il approfondit un peu la question, et on lui trouve un autre récit, bien plus intéressant. C'est celui-là qu'on sert aux paysans. C'est celui-là qui sert à éduquer la foule. Mais celui-là est dans un latin beaucoup moins bon, au point que Alcuin se voit obligé de le réécrire, mais pour imaginer, stylo rouge à la main, vraiment. C'est un latin qui est fait de faute, parce que c'est le latin que comprennent les paysans. Bon. Donc vous voyez, la prise de conscience est très concrète. Un peu plus tard, il y aura à Tours un concile des Gaules, et ce concile va prendre une décision très importante en 813, qui est d'autoriser le clergé, la question se pose pour les petits clergés principalement, mais de les autoriser à transposer en langue vulgaire, c'est-à-dire à transposer en registre paysan, si vous voulez, le message de l'Église. Alors, j'ai bien choisi mes mots, j'ai dit transposer en registre paysan, je n'ai pas dit traduire. Parce qu'à cette époque-là, on prend conscience qu'il y a deux façons, qu'il y a deux manières de langage, mais il est tout à fait abusif, il serait tout à fait abusif de dire qu'on prend conscience qu'il y a deux langues. Ça n'est pas vrai, tout ça s'appelle encore du latin. Plus exactement, la lingua romana, et en ce qui concerne celle des paysans, la romana rustica. Bon. D'où le terme assez exact qu'on peut utiliser aujourd'hui de désigner cette langue de l'époque de Charlemagne comme romane. Mais vous voyez bien que le simple fait de donner un autre nom que latin, c'est déjà laisser entendre que c'est une autre langue. Or, on ne peut pas dire qu'il y ait une évidence
comme quoi les gens auraient pris conscience qu'il y a une autre langue. Nous sommes dans la même langue, avec des registres différents. Nous sommes donc, si vous voulez, dans l'indistinction. Quelques années plus tard, apparaissent toute une série de textes écrits où cette langue apparaît, où cette langue est mise sur le papier ou sur le parchemin. Le premier, c'est les fameux serments de Strasbourg. Je ne vais pas m'étendre sur ce point, mais leur motivation est intéressante. Je résume les chapitres précédents. Entre les héritiers de Charlemagne, les disputes d'héritage ont dégénéré en guerre, et un beau jour, les petits-fils de Charlemagne, qui sont trois, deux d'entre eux se mettent d'accord sur le dos du troisième, et se partagent le territoire, au détriment de Lothaire. Un traité, évidemment, à l'époque, évidemment, ça se fait en latin. Un historien, évidemment, écrit son histoire en latin. Or, l'historien, qui est un proche cousin de Charlemagne, qui raconte cet épisode, il a certainement une idée derrière la tête d'ailleurs pour faire ce récit. Les historiens ne sont pas désintéressés par nature dans les siècles passés, aujourd'hui oui bien sûr, mais avant non. Et l'historien donne par écrit le texte des serments en langue vulgaire qui ont été prononcés par les deux frères en présence des deux armées. Autrement dit, la présence de la langue vulgaire, à ce moment-là, au milieu d'une histoire évidemment écrite en latin, est un signe en soi-même. Et c'est un signe de quoi? C'est un signe qu'on se partage le territoire en fonction d'une espèce de donnée naturelle, qui est que d'un côté, on parle une langue romane et de l'autre côté, une langue germanique. Autrement dit, les langues sont là comme un caractère physique, comme un caractère naturel qui vient légitimer ce partage géographique qui est complètement contraire à la loi de succession normale. Donc il fallait trouver une bonne raison, et le partage des langues sert à ça. Et ça ne veut pas dire qu'on en a vraiment fait une langue nouvelle de cette langue vulgaire, ça veut dire qu'on a constaté que les paysans parlaient comme ça. Et puis petit à petit, donc quelques textes, on a quelques sermons, quelques brouillons de sermons, quelques chants populaires, la cantilène de Sainte-Eulalie, la vie de Saint-Alexis, le sermon sur Jonas. On a aussi, très amusant, des notes que prennent les curés sur leurs livres. Et donc, ils ont le livre en latin, par exemple, ils ont la vie de Saint-Martin, en latin, évidemment, et en marge, l'un de ses prêtres a écrit la traduction des mots latins dans son latin à lui. Bon. Par exemple, la tête, en latin, ça se dit caput, en latin classique, mais à cette époque-là, la tête, ça se dit testa. Bon. Donc vous voyez, c'est encore du latin, c'est plus exactement le même latin, et on a gardé donc ce qui s'appelle des gloses, qui se trouvent maintenant en Allemagne d'ailleurs, et qui sont un véritable dictionnaire qui fait le passage entre latin classique et latin d'époque. Donc ce sont des documents quand même qu'on peut étudier aujourd'hui et qui attestent, qui marquent le changement de façon évidente. Avec tout ça, je ne vais pas parler du Picard, parce qu'effectivement, à l'époque, il n'y a pas grand-chose à en dire. Simplement, dans ces textes que nous trouvons là, il y a des éléments que nous connaissons par la suite comme des éléments picards. Bon, il y a des choses qui sont de toute évidence propres à cette partie du territoire européen, et on peut donc dire qu'il y a du picard dans ces très anciens textes du IXe siècle. Mais rappelez-vous la précaution que je prenais tout à l'heure, il y a des faits linguistiques picards visibles pour nous déjà au IXe siècle. Ça ne veut pas dire le picard existe. Ça veut dire que nous sommes en train nous sommes dans un latin qui continue à évoluer
Et il y a déjà des éléments que 1000 ans plus tard, nous connaîtrons comme éléments picards. Je passe très rapidement sur la petite visite que nous rendent les Normands, hein, encore des Germaniques d'ailleurs, puisque les Vikings, les Northmen qui arrivent au début du Xe siècle, laissent très très peu de traces, en particulier parce qu'ils s'assimilent très très vite. Vous savez que le premier à arriver s'appelait Rollon, et bien son petit-fils est obligé d'aller apprendre le danois ailleurs. C'est-à-dire qu'en 2 générations, il n'y a eu aucune transmission de la langue d'origine. Et puis, encore une remarque sur eux quand même, c'est qu'ils gardent malgré tout un fier tempérament, et c'est pourquoi ils vont, un siècle plus tard, aller envahir l'Angleterre, mais à ce moment-là, ils ne seront plus porteurs du danois, ils sont porteurs de ce qu'on appelle à l'époque le franco-normand, c'est-à-dire du français de l'époque. Quand on arrive, je passe rapidement, mais quand on arrive au XIe, XIIe siècle, ce que je disais sur la langue, ça y est, c'est arrivé. On a pris conscience pleinement qu'il y a d'un côté le latin, de l'autre une langue, qu'on appelle en latin lingua gallica, et qu'il faut appeler en français, non pas la langue française, mais la langue françoise. Pourquoi pas la langue française? Parce que nous avons, 5 siècles de formation, hein, ou au moins 3 siècles depuis l'âge classique, ce qui fait que ce mot-là, je vais en reparler après, est trop chargé. Alors je vous propose d'appeler cette langue du Moyen-Âge la langue françoise. Alors on a pris pleinement conscience donc qu'elle existe. Un des signes qu'on en trouve, c'est que certains écrivains utilisent les deux alternativement. On a par exemple Elinand de Froidmont, dans la région de Beauvais, qui écrit des sermons en latin et qui écrit des poèmes en langue vulgaire, hein, en langue populaire, en langue françoise. Il utilise les deux variétés selon ce que chacun peut donner de mieux. Et les vers de la mort d'Elinand de Froidmont sont encore aujourd'hui un texte prodigieux, magnifique. C'est l'ancêtre de Villon, si vous voulez. En même temps qu'on a pris conscience qu'existe une langue françoise, on prend conscience que cette langue françoise n'est pas unifiée. Et on a un certain nombre de penseurs qui remarquent, je pense à Roger Bacon par exemple, ou Thomas d'Aquin, mort en 1274, on est en plein 13e, qui décrivent ce qui se passe en termes de lingua, d'une part, il y a une langue, et elle a des particularismes. Les particularismes, c'est la traduction exacte du terme qu'ils utilisent en latin, à savoir idiomata. Donc, ça ne remet pas en cause l'unité de la langue, mais il y a des couleurs différentes selon les régions. Et c'est normal. Et ça se passe bien. Et donc les textes circulent, l'un avec sa couleur picarde, l'autre avec sa couleur poitevine, l'autre avec sa couleur wallonne. Et ils circulent et il n'y a pas de frontière à cette circulation. On se comprend, on se remarque, et c'est tout. Donc une langue françoise qui tolère des colorations différentes selon les régions. Et remarquez bien que ça, nous en sommes bien loin aujourd'hui, tout au moins explicitement. Et vous avez là en même temps l'explication du fait que je ne pouvais pas dire langue française, parce que la langue française, c'est vraiment autre chose. Dans cet ensemble, les choses ont été observées très très précisément, et pas seulement sur des textes littéraires, mais sur des textes de type administratif, hein, les chartes. Les traits régionaux, hein, les particularités régionales, ne dépassent jamais 20%. Autrement dit, il y a toujours au minimum 80% d'éléments du texte qui sont des éléments communs à tout le territoire de Languedoc. Inversement, ces éléments particuliers à telle ou telle région ne sont jamais en dessous du seuil de 5%. Il n'existe pas de texte qui ne soit pas régional. Et donc,
ces couleurs différentes dont je vous parlais, elles oscillent entre un degré d'intensité, si vous voulez, pour parler de couleurs, qui est entre 5 et 20%. Quand on parle d'un texte picard au Moyen-Âge, on a un texte très picard au Moyen-Âge, ça veut dire un texte où il y a 20% d'éléments proprement picards et 80% d'éléments d'une langue commune, d'une langue qu'on peut dire véhiculaire, puisqu'elle circule très facilement partout. Alors, qu'est-ce que c'est que ce François commun? Ce n'est pas une langue francienne. Le terme francien a été inventé à la fin du XIXe siècle pour désigner ce qui aurait été la variété propre de la région parisienne et qui ensuite se serait étendu. Vous savez, un dialecte qui a réussi. Hein, bon. Malheureusement, ça n'a jamais existé. Bon. Est-ce que c'est une langue artificielle de la chancellerie? Bon. Qu'est-ce que c'est que cette langue commune? C'est la langue des carrefours. C'est la langue des gens qui sont de différentes régions et qui ont bien besoin de parler entre eux, donc ils se mettent d'accord sur ce qui est commun à leur langage. La langue du carrefour, la langue de la foire, par exemple, la langue de nulle part en particulier. Bon. Et c'est cette langue que petit à petit, à partir du XIIIe siècle, le pouvoir royal va assumer. Il va assumer en particulier le fait qu'il ne faut pas être d'une région. Autrement dit, cette langue commune de fait va devenir langue commune du royaume et du roi par souci de dérégionaliser. Vous voyez comme il y a des retours de l'histoire, on en est à l'époque de la régionalisation. Bien entendu, le fait qu'elle soit prise, qu'elle soit adoptée par l'administration royale, va à son tour la renforcer fortement. Mais pensez par exemple que sur le plan de la littérature, le premier écrivain important, c'est Rudebeuf. Or, quand arrive Rudebeuf, le processus est déjà fortement engagé, donc ce n'est pas la langue littéraire de la région parisienne qui aurait eu une influence sur le processus. En même temps que la langue françoise est pleinement reconnue, en même temps que commence à se dégager un noyau commun dérégionalisé, et bien en même temps apparaissent les premiers signes de ce qu'on appelle la diglossie, c'est-à-dire la hiérarchie entre deux langues, le jugement de valeur, si vous voulez, puisqu'on a quelques témoignages, déjà au XIIIe siècle, de moqueries adressées à des gens qui parlent bourguignon, normand ou picard. Et de la préférence accordée aux gens qui sont de la région parisienne. Et donc je vous cite par exemple le témoignage le plus célèbre, parce que le plus explicite, c'est celui du poète Conon de Béthune, en présence de la reine Alix de Champagne, qui est la mère de Philippe Auguste, et Conon se plaint en disant « La reine n'a pas été très courtoise, parce qu'elle m'a repris, elle et son fils, le roi. Peut-être que ma parole n'est pas d'Île-de-France, mais on peut bien la comprendre en François. Et ceux-là ne sont pas bien appris ni courtois, qui m'ont repris parce que j'ai dit un mot d'artois. Car je n'ai pas été nourri à Pontoise. » Bon, vous voyez, le témoignage très explicite, très senti. Hein. Voilà, donc nous avons des éléments qui s'opposent et qui laissent poindre, mais en fait c'est la suite qui nous dit, qui laisse poindre déjà un idéal de langue sans aucune variation. Un idéal de langue complètement monolithique, si vous voulez. Alors cette situation est d'autant plus étonnante qu'au XIIIe siècle, précisément sur le plan littéraire, c'est une période de splendeur pour le caractère picard dans l'écriture. Un bon nombre d'écrivains très importants vivent et écrivent, en particulier à Arras. Ça correspond à une période de prospérité économique extraordinaire,
les banquiers d'Arras subventionnent le roi de France, on construit des cathédrales, je n'insiste pas, et les textes écrits à la manière picarde circulent avec un certain prestige dans tout le royaume. Donc, en littérature, ça a du prestige. Dans la haute société, on commence à s'en moquer. Bon, par ailleurs, dans le reste de la société, nous n'avons pas de témoignages, guère, et de toute façon, je vais pouvoir le répéter à plusieurs reprises au cours de mon exposé, mais les gens continuent à parler, il y a une espèce d'évolution naturelle, ça ne tient pas aux aspects politiques ou littéraires. Et on arrive à la période suivante, dans une décadence complète de ce caractère picard en littérature. La fin du Moyen-Âge, je vous ai dit, le XIIIe siècle, c'est la période de splendeur. La fin du Moyen-Âge, XIVe, XVe siècle, les écrivains, tous, suppriment petit à petit ce qu'il y a de picard dans leur façon d'écrire. Et, par exemple, on cite souvent Froissart comme écrivain picard. Certes, il y a quelques picardismes, mais honnêtement, il y en a vraiment très très peu. Le grand historien est un témoin dans cette histoire de la disparition du picard dans la langue de la littérature. Quand on arrive au début du XVIe siècle, c'est terminé. La période suivante, c'est la Renaissance. La Renaissance, vous voyez bien que le mot n'est pas neutre. C'est ce qui a été désigné comme tel par les gens qui y croyaient. Et ces gens qui y croyaient, ils y ont cru dès le départ et ils ont continué à nous y faire croire. Nous sommes dans la continuité depuis la Renaissance. Le modèle éducatif, par exemple. On voit bien que nous avons aujourd'hui des modèles éducatifs très proches de ceux qui ont été élaborés à l'époque de la Renaissance. Cette époque-là, c'est l'époque de la montée en puissance, de la victoire décisive du français. Du français, non pas contre des langues régionales, bien entendu. Il n'en existait pas. Personne n'a jamais conçu que, au Moyen-Âge, le normand, le picard ou le poitevin soient des langues régionales. La question ne se pose même pas. La question se pose plutôt pour le provençal. Mais en ce qui concerne les langues d'oïl, absolument pas. La Renaissance, c'est la victoire du français contre le latin. On est allé se promener en Italie, on a ramené beaucoup d'artistes, on a rapporté beaucoup d'œuvres d'art, et on a rapporté quelque chose d'impalpable, c'est cette idée que le français n'avait pas à se plier devant le latin, que le français était capable d'être aussi grand que le latin, et donc qu'il fallait y aller. Et vous remarquerez que là j'ai dit le français, parce qu'effectivement c'est la conception que nous avons maintenant, à savoir d'une langue qui occupe toutes les fonctions hautes dans la société, la position haute de la diglossie, si vous voulez. Alors, bon, pour citer quelques jalons dans cette histoire-là, vous avez entendu parler de Villers-Cotterêts en 1539, cette ordonnance où François Ier, d'abord, crée l'état civil, et accessoirement dit qu'il faut rendre la justice, qu'il ne faut plus rendre la justice en latin. Mais en quoi alors? Et il dit, le texte dit, en langue maternelle françoise. Ce qui n'est pas clair du tout. Est-ce qu'il s'agit du français du roi? Est-ce qu'il s'agit de la langue maternelle françoise, y compris les variétés régionales? Le texte n'est pas clair. Ce qui est certain, c'est que dès l'époque, on s'est disputé là-dessus, et très rapidement, on a tranché en disant « ce texte interdit tout régionalisme ». Sur la base d'un texte ambigu, la société était déjà en train de s'engouffrer dans le monolinguisme, si vous voulez, dans le strict monolinguisme. Au XVIe siècle, vous avez aussi
la fameuse défense et illustration de la langue française, le manifeste de la Pléiade. Donc ce sont des textes à la gloire du français, qui ne sont pas bien méchants d'ailleurs avec les différents régionalismes. Par exemple, le manifeste de la Pléiade suggère aux poètes d'aller emprunter ou parler des différentes régions de France. Donc vous voyez, il n'y a pas, en principe, il n'y a pas forcément exclusion. En fait, ce conseil ne sera jamais suivi. Des faits, on n'aura à peu près aucun élément à apporter à l'appui d'un programme réalisé. Au XVIe siècle, il y a aussi des discussions de grammairiens. Le sujet principal étant, est-ce que vraiment le français peut être à la hauteur du latin? Et le sujet secondaire étant, mais si c'est pas le français, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la hauteur du latin? Et on a un grammairien important de l'époque qui propose que ce soit plutôt le picard, qui est nettement plus ceci, nettement plus cela, je ne rentre pas dans le détail. On en discute encore au XVIe siècle, si vous voulez. Mais c'est assez surréaliste, hein, compte tenu de ce qu'est devenu le picard dans la langue écrite. Et puis de toute façon, l'affaire est réglée en quelques décennies, et on arrive à l'époque, au début du XVIIe, l'époque de l'absolutisme. L'affaire est réglée. Malherbe, Vaugelas, l'Académie en 1635, c'est-à-dire une alliance politique, hein, qui tient à une volonté politique entre le prestige du roi et le prestige de la langue. Plus le roi sera prestigieux, plus la langue en profitera, et vice-versa. Et cette alliance géniale, nous y sommes toujours, très exactement. Vous savez qu'on est dans un pays qui, officiellement, se donne du mal pour la langue française par-ci, la langue française par-là. Nous sommes toujours exactement dans cette alliance pouvoir politique, prestige politique et prestige de la langue. Je résume cette histoire de la langue française, que vous n'étiez pas venu pour ça, vous allez me dire, c'est vrai, mais les étapes que nous voyons en œuvre sont d'abord l'indistinction. Ça bouge dans la langue latine, mais on est dans l'indistinction. Puis, on remarque, on repère, on fait ce qu'il faut en pratique, par exemple pour prêcher, on fait les choix qu'il faut. Troisième étape, on assume explicitement, on nomme la langue d'un nom propre, on nomme la langue francophone. Et quatrième étape, on standardise, on lui donne un statut majeur, un statut adulte. La question, c'est: est-ce que les mêmes étapes sont concevables en ce qui concerne le picard? Nous avons déjà vu l'étape de l'indistinction, nous avons déjà vu l'étape du repérage, hein, on a repéré qu'il existait des faits, on les a remarqués, bon. Et si la même histoire s'applique, nous allons avoir nomination, puis un statut. Et c'est là qu'arrive, avec l'absolutisme, je vous ai dit, l'interdiction complète de tout ce qui est régional. Bon, Vaugelas, Malherbe, hein, c'est une fermeture extrêmement énergique de la langue française, pas seulement sur le régionalisme d'ailleurs, hein, le vocabulaire est amputé d'une façon drastique, par rapport à la riche langue de Rabelais, on en supprime les trois quarts, hein, excusez-moi, tout le théâtre de Racine est écrit avec à peine plus de 1000 mots. C'est donc extrêmement pauvre. Bon, l'art classique, les lignes sans fioriture. Hein. Et bien sûr, tout ce qui est plus ou moins régional est banni absolument, non pas par interdiction, bien sûr, hein, non pas par lois et règlements, mais par une norme sociale, simplement. C'est-à-dire que personne n'a envie de se ridiculiser, et en plus, si on est ridicule, on n'aura pas le privilège du roi pour imprimer, donc bon. La loi est absolument terrible. Eh bien, c'est à ce moment-là que naît le picard. Ça fait deux fois, ça fait la deuxième. Hein. La naissance du picard, la naissance des patois en général, se passe exactement à ce moment-là.
la langue est interdite, mais il y a aussi des contenus qui sont interdits. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de se moquer du roi, par exemple, ou de l'Église. Résultat, quand on voudra se moquer du roi, de l'Église ou des grands, on prendra précisément la langue interdite. Et donc, on a une anti-littérature qui naît avec une anti-langue. Une langue de la contestation, si vous voulez. Et cette langue, on va la qualifier très, très durement. Le mot patois est utilisé pour désigner des cris d'animaux. En Normandie, on parle de langue purinique. Bon, donc vous voyez que c'est l'abjection. Eh bien, puisque j'ai des choses absolument interdites à dire, je vais les dire d'une façon absolument interdite également. Alors, ça donne cet usage subversif. Les Mazarinades sont une magnifique collection de textes dans ces langues-là. Dans le théâtre, on trouve ça pour le burlesque. Molière, comme vous savez, l'utilise de façon burlesque, La Fontaine également. Jacqueline Picoche a même retrouvé un texte de théâtre portugais de l'époque où le diable parle picard. Vous voyez le genre d'usage qu'on fait de cette anti-langue. Mais curieusement, on n'y prend goût. On s'amuse avec ça. Alors on recommence. Et même au-delà des Mazarinades, au-delà de cette période précise, on continue à écrire des textes farceurs, si vous voulez, dans cette langue-là, qui n'est pas la langue du Moyen-Âge. Je vous ai dit qu'on ne dépassait jamais au Moyen-Âge 20% de caractéristiques régionales. Là, on a des textes qui sont à un taux de 80%. Autrement dit, qui ne sont pas loin de la caricature. Le Picard réapparaît en littérature sous forme d'un concentré, si vous voulez. Bon. Toujours la même chose, en ce qui concerne la façon de parler des gens, on n'a pas de témoignage. On ne peut que supposer que ça continue. Et donc je vous dis, on en prend l'habitude et ça se stabilise. C'est-à-dire que au début du XVIIe siècle, à partir des années 1630, où apparaissent les premiers textes, dans les différentes régions d'Old d'ailleurs, ce sont de rares textes écrits sous le couvert de l'anonymat. Et puis petit à petit, la tradition s'instaure et on va avoir un enrichissement de cette littérature dite patoise. Bien cantonnée dans des genres précis. Alors tout à l'heure je vous parlais de diglossie, de hiérarchisation des langues. Et bien là on peut parler de diglossie littéraire, c'est-à-dire qu'il y a des genres qui n'est évidemment pas question de traiter en patois, mais il y a des genres qui l'acceptent très bien, la répartition des fonctions entre deux langues. On a un certain nombre d'exemples à partir du XVIIIe siècle de mise à l'écrit de chansons populaires et de gros succès. C'est le cas, par exemple, de Brulemaison dans le Nord, François Cotigny, et la tradition donc s'enrichit, si vous voulez. Ça prend corps, ça prend forme, ça prend intérêt, ça prend importance pour les gens. Alors au XVIIIe siècle, il y a deux faits extrêmement importants. L'un idéologique, le rousseauisme, l'autre politique, la Révolution française. Le rousseauisme, ça donne qu'on s'intéresse aux paysans, aux petits oiseaux, aux arbres et aux fleurs. Et si on s'intéresse aux paysans, entre autres grâce à un réseau de routes nouveau, on s'intéresse aussi à la façon de parler des paysans. On commence à s'intéresser à ça. C'est exotique, si vous voulez. Dès les premiers témoignages qu'on a, dans les années 1760, il y a cette remarque, dépêchons-nous de sauvegarder les derniers témoignages parce que c'est en train de disparaître. Déjà au XVIIIe siècle. Deuxième événement important, la Révolution. Comme vous savez, la Révolution a décrété la mort des patois. Et bien, curieusement, la mort des patois, l'arrêt de mort des patois, ça a été en même temps un acte de naissance. C'est la troisième. Naissance politique, on en fait une question politique sous la Révolution. Ça emporte des conséquences,
La première, c'est qu'on s'y intéresse. Et le fameux abbé Grégoire, qui est un des plus acharnés, des plus efficaces pour condamner à mort les patois, eh bien, c'est quelqu'un qui se donne la peine de faire une enquête qui est la première grande enquête sur les patois dans ce pays. Donc on s'y intéresse, on en fait une question politique, et probablement que ça n'est pas fini. Le problème de la Révolution, c'était la langue du peuple. La langue du peuple étant un problème politique, comment régler ça? Et à cette époque, on a dit, on va le régler en donnant le français à tout le monde. Parce que c'est la langue de la raison universelle, comme chacun sait. Hein. Au XVIIIe siècle, on a développé cette idée vraiment à l'envi. On a même dit que le français était la langue humaine. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les autres. Bon. Eh bien, la façon dont on a répondu à cette question au XVIIIe siècle, aujourd'hui, peut-être qu'on est en train d'y répondre autrement. Oui, la langue populaire est un problème politique, c'est un problème de démocratie. Et peut-être qu'on est en train aujourd'hui de concevoir une autre réponse, à savoir que ça ne doit pas forcément être écrasé et nié. Mais c'est la même question qui est posée. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle la revendication culturelle, c'est une revendication démocratique, principalement, qui fait qu'il y a des gens qui s'engagent pour défendre ces éléments de culture qu'ils jugent négligés par ailleurs. Au XIXe siècle, dans toute l'Europe, se produit une explosion qu'on a appelée la montée des nationalités. C'est à cette époque que naît la langue finlandaise, finnoise. C'est à cette époque que naît la langue tchèque. C'est à cette époque que naît la langue basque, tout au moins dans le sens où c'est à cette époque que pour la première fois, ces langues trouvent une réalisation littéraire qu'on montre au public et qu'on revendique comme une vraie langue. Eh bien, en ce qui concerne le picard, on a essayé aussi. On a eu l'exemple d'abord du breton, avec le Barzaz Breiz, qui a été un grand exemple. On a eu l'exemple du provençal, le Mireio de Mistral, et en Picardie, on a essayé un petit peu aussi. Pas beaucoup, il faut bien reconnaître. Mais on a quelque chose du même ordre, avec par exemple une traduction de l'Évangile, par rapport aux gauloiseries précédentes. Rendez-vous compte du changement. On aborde le texte sacré par excellence. Et on a, dans toute la littérature, une véritable ambition de qualité, de noblesse, de grandeur. On a l'ambition, on conçoit l'ambition de retrousser la diglossie, si vous voulez, de ne pas se contenter de la position basse, et de dire, cette langue a sa dignité. On commence à parler de langue, timidement, à propos du picard. Et on explore méthodiquement les différents genres littéraires pour conquérir finalement de nouvelles fonctions. Aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, nous n'en sommes pas bien éloignés de cette situation. Nous avons, on peut dire en picard, un corpus littéraire assez considérable, varié, avec une langue assez largement stabilisée. On sait écrire picard, si vous voulez, depuis un siècle et demi, c'est un fait. Bon. On écrit en picard des choses soit amusantes, certes, la veine n'a pas disparu, mais aussi des choses qui sont tout simplement belles, qui cherchent à être belles. C'est une littérature, quoi, si vous voulez en résumer. Ça n'est plus simplement une littérature burlesque. Donc, ça c'est fait. Et en même temps, on a l'impression que sur le plan du fonctionnement social, les choses sont en train de se déliter relativement. Intuitivement, nous avons tous un peu l'impression que les jeunes parlent moins picard que les vieux. Bon. Alors je dis intuitivement, pourquoi? Parce que, à vrai dire, j'estime que mon métier, ce serait de dire, non mais attendez, nous on va vous présenter des résultats scientifiques. Bon. Aujourd'hui, on n'en dispose pas. Aujourd'hui, on n'a pas d'instrument de mesure qui permettent de dire, voilà, le degré, ou le taux, ou la quantité qui permet de mesurer la vitalité du picard.
C'est un beau programme scientifique d'essayer d'élaborer ce genre d'outils de mesure. Hein. Donc nous en sommes à l'intuition, et l'intuition, c'est d'une part que ça se délite, alors même qu'on a des éléments aujourd'hui tout à fait positifs pour dire, bon voilà une langue comme une autre finalement, hein, qui a autant de raisons d'être qu'une autre. Peut-être aucune d'ailleurs, hein, si aucune langue n'a aucune raison d'être. Les questions actuelles sont précisément sur l'achèvement du processus. On a stabilisé, il reste la dernière étape, à savoir le statut politique et légal. Et donc il n'y a rien d'étonnant à ce que cette question soit posée aujourd'hui. À partir du moment où on reconnaît que le picard est une langue de France, le processus est achevé, au plan symbolique. Le processus de naissance des langues est achevé. Et d'ailleurs, je viens de dire naissance pour la 4e fois, je crois bien. Nous en serions donc à la 4e naissance, ou à la 4e étape d'un processus, plus exactement. Il y a quelques éléments dans ce sens. Pour la première fois depuis 2 siècles, un rapport rendu au Premier ministre par Bernard Sacchellini signale l'existence d'une langue qui s'appelle langue picarde. Alors c'est vraiment un événement. Il a fallu un peu plus de 2 siècles pour que la République cite ce mot dans un texte, alors je dis officiel, c'est encore un peu optimiste, ça n'est qu'un rapport rendu au Premier ministre. Hein. Ça n'est pas encore un texte constitutionnel ou légal. Mais enfin, on a le sentiment en cette fin du millénaire que, tiens, d'un seul coup, ils se sont rendus compte que ça existait. Bon. Symboliquement, ça avance. Pratiquement, on n'est pas sûr que les choses ne soient pas en train de disparaître. Alors, il y a une formule de Pierre Ivard que j'apprécie beaucoup. Il a parlé du picard qui n'en finit pas de commencer alors qu'il a peut-être commencé de finir. Et j'ai dû rajouter peut-être d'ailleurs dans sa citation. Moi je crois que c'est peut-être. Parce que quant à faire des prédictions ou des prévisions, on ne peut pas s'y amuser. Je vais vous donner un exemple. Le grand sociologue et linguiste, surtout, Antoine Meillet, écrivait en 1911 « Il est évident que bientôt le français aura disparu d'Amérique du Nord. » Bon. C'était pas un imbécile, hein, cet homme, je vous assure. Dites ça aux Québécois aujourd'hui. Et donc, vous voyez, la prédiction, la prévision est un art vraiment difficile dans ce domaine-là comme en d'autres. On ne peut pas dire aujourd'hui que le picard est en train de disparaître. Il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, il y a des éléments qui vont dans l'autre sens. Bon, quelques éléments positifs que je vous ai signalés. Nous sommes en train, actuellement à l'université, d'explorer un sujet qui est la façon dont les gens qui ont immigré dans cette région ont appris le picard. Et quand on pose la question au début de l'enquête, les étudiants vont dites, vous savez, je cherche un immigré qui parlerait picard. Bon. Et on leur rit au nez. Non mais où est-ce que vous avez été chercher un pareil sujet, hein? Or, au bout d'1 mois et demi, le premier bilan qu'on tire, c'est que c'est extrêmement facile d'en trouver. On en trouve beaucoup plus qu'on ne peut en interroger. Bon, alors vous voyez, il y a quelque chose là. Hein, je ne vais pas être plus précis, mais il y a quelque chose avec cette langue dans cette région. Bon. Un autre élément aussi, on se désole généralement de constater que les jeunes ne parlent pas picard. Bon. Quand on regarde bien les histoires de vie que peuvent raconter les uns et les autres, nous avons beaucoup de vieux locuteurs qui n'ont pas été de jeunes locuteurs. Comment ça? C'est quand on fait des études, quand on cherche une place, un métier, quand on veut séduire les hommes ou les femmes, on range son picard dans sa poche.
on a un autre idéal que de parler picard, dans une société où il y a une hiérarchisation, comme nous sommes ici. Donc, tant qu'on est en train de faire sa place au soleil, c'est vrai, on cache son picard. De même d'ailleurs que les immigrés cachent leur polonais ou leur arabe ou leur portugais. Bon. On cache tout ça, on affiche que ce qui est bien dans la norme. Puis après, on est installé, on se met à l'aise, et on retrouve différentes façons de parler. Et donc, on retrouve son polonais d'origine, si on est d'origine polonaise, et puis on retrouve le picard qu'on a entendu dans son enfance. C'est une histoire extrêmement fréquente et banale. Autrement dit, si on observe les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce qu'ils feront dans 40 ans. Hein? Malgré, je répète, malgré quand même, hein, vous allez me dire, je suis un peu optimiste, il y a quand même une vraisemblance que c'est en train de baisser. Bon. Mais en tout cas, on n'est pas dans l'immédiat, et comme dit l'autre, dépêchons-nous de recueillir les derniers témoignages, parce que ça fait 2 siècles qu'on dit ça. Donc il y a une résistance tout à fait étonnante. Alors je vais revenir, pour finir, sur mon premier mot, le mot de naissance. Bon, finalement, la prochaine fois, je ne ferai pas un exposé sur la naissance du Picard, parce que le mot n'est pas juste. Ce qui est juste de concevoir, plutôt que 4 naissances, hein, vous voyez que ça fait beaucoup, même dans le cas du chamanisme, mais ce qui est plus juste de concevoir, c'est que nous sommes dans une histoire. Cette histoire, à un certain moment, crée des objets que la société considère, crée des objets dans lesquels on se reconnaît, bon. Puis à d'autres moments, elle crée d'autres objets. Hein. Et dans le cas où il n'y aurait pas naissance du Picard, ce qui est en train de naître, c'est un avenir, de toute façon. Et donc, il n'y a pas à développer des images comme la naissance ou la mort, parce qu'elles présentent ce danger de nous faire croire qu'il y a des choses qui finissent. Rien ne se perd, tout se transforme, etc. Bon, voilà. En tout cas, que ça vive, que ça vive. C'est impressionnant de voir tout ça. Il y avait des tas de gens. C'est à l'école. Ça passe bien le panorama de ce qui s'est perdu au début des années 80. Si vous pouvez citer ça comme un indice, qu'il y a une origine évidente. On n'a pas entendu la question. Donc j'ai cité ça comme un indice, qu'il y a dans cette région quelque chose d'évident, y compris dans le plus vivant. Nous trouvons par quantité des gens qui sont venus de Pologne, du Portugal, d'Italie, et en quantité un peu moindre des gens qui sont venus du Maghreb, voire de Turquie, et qui, arrivant dans cette région, tout naturellement, s'intégrant dans un milieu de travail, dans un milieu de vie, etc., se mettent au diapason et se mettent à parler comme leur entourage. Et dans cet entourage, il y a du Picard. Alors, d'une façon qui est tout à fait curieuse à saisir, parce que elle est parfois revendiquée, et on a du mal à en percevoir les traces concrètes. On a des gens qui disent « Oh, mon voisin, c'est incroyable comme il parle Picard ».
Quand on va l'enregistrer, il est devant le micro et il ne dit pas un mot de Picard. Bon. Et ça, c'est dans la banalité, hein, c'est une difficulté très très banale d'enquête, mais il est évident que, au moins dans le discours des gens, et très probablement dans leur façon de parler, il y a acclimatation, et on est en Picardie et il y a du Picard. Ah oui, nous sommes en train de parler latin là. Oui. Oui, bien sûr. Oh ben. On est dans une situation qui ressemble un peu à celle des situations créolophones. C'est-à-dire que entre le parfaitement picard pur jus et le français standard, il y a une transition continue. Ce que les créolistes ont appelé un continuum. Et il est vrai que la pratique des caractères picards peut être plus ou moins près du 100%, si vous voulez, et peut en être assez éloigné. Donc, élément de confusion, il y a des gens qui mettent tcho ou tchot dans une phrase, et ils sont convaincus qu'ils parlent picard. Bon. Mais c'est vrai, ça existe. Bon. D'où le fait que nous avons besoin, pas seulement d'écouter ce que les gens disent de leurs paroles, mais en plus d'enregistrer leurs paroles et de mettre ça à l'épreuve, si vous voulez. Hein. Alors les faits picards sont, à part ça, très abondants sur le plan linguistique, dans ce sens qu'on a vraiment une phonologie, on a une morphologie, on a un lexique tout à fait abondant, la syntaxe étant moins abondante. Mais on a vraiment des caractéristiques reconnaissables à 100 mètres par temps de brouillard, quoi, si vous voulez, il n'y a pas de doute. Hein. Les gens reviennent et retrouvent leur picard âgé, ils retrouvent le picard ils ont mis de côté de dans la vie française, mais l'élite, je ne parle pas. Qu'est-ce que vous appelez l'élite exactement? L'équivalent aujourd'hui au niveau d'une région de ce qu'étaient ceux qui ont, avec Madeleine, avec ce là avec le royal, avec la tour, lire, c'est français qui est là, oui, mais on est dans une autre époque hein, aujourd'hui. Dans ce sens, non mais je veux dire qu'il y a vraiment, vraisemblablement quelque chose de très particulier là, à savoir qu'il y a un certain nombre de gens qui ont fait des longues études, qui ont des places, je sais pas, que vous appelleriez certainement l'élite, hein, mais... Voilà. Alors, UP, je suis d'accord, parce que c'est snob. Bon, hein. Mais non, ce que je veux dire, c'est que sociologiquement, quand même, c'est un peu la même chose que pour les instituteurs dans les générations précédentes. Hein. Les instituteurs ont fait des études pour être instituteurs, et un bon nombre n'ont pas oublié qu'ils étaient enfants de paysans ou d'ouvriers, et ce qui fait que les instituteurs ont été à la fois les propagateurs du français national et les sauveurs, ou les conservateurs, ou les praticiens des langues régionales, pas seulement du Picard. Bon. Et... Oui, alors, c'est ça. C'est dommage qu'on n'entende pas. Hein. On n'entend pas. Bon, je vous raconte une petite histoire. Justement, François et moi. Oui. Un jour, nous sommes rentrés, ça nous arrive souvent d'ailleurs, pour des raisons diverses, au café tabac de Lutetia, qui est en dessous, qui est rue Saint-Leu, qui est donc à ce moment-là, était en dessous de nos bureaux. Et puis, on ne fait pas attention, il y avait deux jeunes gens qui étaient à une table en train de parler. On ne fait pas attention à eux, on va s'asseoir dans le fond de la salle. Et puis on avait nos journaux, on discute un petit peu, on prend un café.
À un moment donné, il y a un de ces jeunes, là, des deux qui étaient en train de discuter, qui relève la tête, qui nous aperçoit et qui dit « Oh, excusez-moi, messieurs, dames. » On dit « Mais pourquoi? Vous excusez, pourquoi ?» Ben, parce qu'on parlait picard. Voilà, exactement. Il s'excusait parce qu'il parlait la langue de ses parents et de ses grands-parents. Voilà, ça c'est une histoire véridique, ça s'est passé ici il y a 7 ou 8 ans à rue Saint-Louis. Voilà, c'est à ça qu'on distingue un picard et quoi. Croyez-moi, il ne se posait pas la question, il s'est posé la question, oui, justement. Il ne parlait pas français, il s'en est rendu compte. Voilà. Et beaucoup plus de gens parlent et comprennent le picard, beaucoup plus qu'on ne le croit. Lorsque nous sommes allés dans le quartier Saint-Leu, nous avons mis nos bureaux. Saint-Leu, c'est quand même, bon, c'était le cœur de la ville, c'était le cœur du parler picard. Normalement, il fallait bien, et surtout la population parlait picard. Nous sommes arrivés, personne ne parlait picard. Ni le marchand de légumes, ni le débutant de tabac, ni la charcutière. On est rentré dans ces boutiques-là, nous avons parlé picard, et à ce moment-là, nous avons découvert que tout le monde comprenait et parlait picard. C'est tout. Après, moi je vais vous dire une chose, il me semble quand même que c'est une langue qui est liée à une civilisation rurale qui a disparu. Pourquoi rurale? Rurale, c'est pas paysan. Les paysans sont dans les villes. Oui et non. Oui et non. Oui et non. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Langue d'une société rurale, c'est vrai dans une assez large proportion, mais on est quand même dans une région, et je parle du domaine linguistique picard, hein, qui englobe la Picardie du Sud et la plus grande partie du Nord-Pas-de-Calais et une partie du territoire belge. Sont des régions où il y a eu industrialisation, et en particulier industrialisation rurale. Et l'industrialisation rurale, ça veut dire quand même que c'est une population qui se prolétarise sans être déracinée. C'est-à-dire elle se concentre, elle a des activités de type industriel sans être déracinée. Bon. Donc ça c'est pour un coin comme le Vimeux par exemple, l'industrialisation a renforcé la cohésion du milieu et plus que ne l'est un milieu agricole. Récemment, la plus magnifique école de Picard qui a existé, ça a été la mine. C'est-à-dire que, je vous parlais des populations allogènes, hein, quand on est passé à la mine, on ne parle pas toi, c'est forcé. Hein. On a entendu lors d'un colloque organisé l'an dernier par la Fédération Incende, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, un monsieur qui est président de la chorale des mineurs polonais. Bon, et qui dit, j'ai un triple héritage, les origines polonaises, la mine, le métier de la mine, et les mineurs, le patois. Hein. Vous voyez, l'industrie n'est pas forcément l'endroit du déracinement. Hein. Bien sûr. Alors, dans le processus, je vous parlais du continuum, là, il semble bien qu'il y ait un déplacement qualitatif, effectivement. C'est-à-dire que même les gens qui aujourd'hui sont des pratiquants quotidiens du Picard, le pratiquent à un autre point du continuum que ce que faisaient leurs grands-parents. Bon, il y a des choses qu'aujourd'hui on n'entend plus, que pour ma part je n'ai jamais entendu, à part sur des enregistrements anciens, hein, des gens qui disposent de diphtongues et de triphtongues, hein, des gens qui disent Behau, là où en français on dit beau. Hein. Moi, je n'en ai jamais entendu dans la réalité, j'en ai entendu, c'était des gens de 90 ans enregistrés il y a 30 ans. Hein. Vous voyez, bon, donc il y a un déplacement certainement. Et dans ce déplacement, on sait que ce qui se perd en premier, c'est le vocabulaire. Donc, ce qui se perd, il ne se crée pas.
Si. Oui, je veux dire... Une perte. Non. Oui. Et surtout, c'est très grave. Effectivement. C'est ça le problème. C'est que tu as une société qui évolue technologiquement à la vitesse grand V, il y a des milliards qui sont derrière, il y a des sièges de l'année-lumière. On est tous là, quand on parle de comment tu peux parler d'ordinateur, on ne peut pas dire dans l'eau comme le sujet, déjà dit par C'est un peu en parallèle, peut-être que ce sera intéressant, c'est de garder des éléments de réponse, à savoir si le parcours de la donnée du Picard, bon, sans forcément reprendre depuis le Moyen-Âge, mais je veux dire, pour faire plus simple, depuis le 19e, après la Révolution française, est-ce que c'est comparable au parcours du Picard, tel que tu l'as décrit, qui est séduisant, ils sont convaincants même, est-ce que c'est comparable avec d'autres langues? Prenons simplement Doyle. Normand, wallon par exemple. Est-ce qu'il y a des parallélismes? Est-ce que le Picard, on va essayer de trouver des formules, tire mieux son épingle du jeu? Est-ce qu'il est dans la moyenne ou est-ce qu'il est en dessous de la moyenne? Est-ce que tu as des éléments de réponse ou est-ce que ça supposerait un jour quelqu'un fasse une conférence sur l'ensemble des langues Doyle et leur reconnaissance, leur statut en fonction des pays, des nations dans lesquelles ils s'expriment? Est-ce que tu as des éléments de comparaison? S'il fallait faire un classement des variétés Doyle qui s'en sortent le mieux, celle qui s'impose, c'est le wallon, hein, en Belgique, avec une activité littéraire associative extrêmement importante. Il a peut-être stabilisé sa langue plutôt que le Picard. Sa graphie. Oui, aussi. Hein. C'est un élément parmi d'autres. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit décisif au total. Donc le wallon s'en sort le mieux, mais je vais y revenir. Hein. Le Picard fait l'objet, plus souvent que d'autres langues, de la part des voyageurs, des observateurs, des commentateurs, d'un particularisme marqué. C'est-à-dire que, je pense par exemple au petit bouquin qui est paru sur les langues régionales, là encore, après avoir bien étudié la question, l'auteur cite un certain nombre de langues, et il dit, bon, parmi les langues Doyle, apparemment, le Picard est l'objet d'un particularisme plus marqué, un peu remarquable, quoi, si vous voulez. Bon, et comme vous le savez, ce sont généralement les gens du cru qui sont les plus mal placés. Alors je voulais reprendre un point par rapport à l'anecdote que racontait Jacques. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant qu'observateurs? Et qu'est-ce que peuvent faire les visiteurs venant d'autres régions? Ce qui est tout à fait frappant. Ce que décrivait Jacques dans son anecdote, c'est typique donc de la diglossie. Hein. Je parle une langue basse, et donc je m'excuse éventuellement de la parler. Bon. Et je la méprise. Je la parle, mais je la méprise. Bon. Et je crois particulièrement qu'elle est méprisable. Ça, on pense ça quand on est plongé dans la situation, quand on est un citoyen diglotte, si vous voulez. On est sous le poids de cette situation, et donc on nous a bien convaincus, on nous a appris à être poli, on nous a appris à ne pas dire des mots picards n'importe quand, etc. Hein, bon. On a subi cette éducation, et c'est une éducation qui n'est pas directement celle des parents ou celle des instituteurs ou celle de je ne sais qui, c'est les idées qui règnent dans la région. On a appris ça. Résultat, c'est très souvent des gens qui viennent d'ailleurs, qui disent « Ah tiens, vous avez un particularisme ici, il y a vraiment quelque chose, hein, le Picard, disons, ça existe. Hein, bon. » Alors que nous-mêmes, nous avons, alors, vous voyez, à travers toutes sortes de contradictions, nous avons quand même intégré le modèle de diglossie. Et donc, je vais vous en raconter une aussi d'anecdote. Donc, à l'université, on fait un cours optionnel, langue et culture picarde. On propose ça aux étudiants de première année. Et il y a une séance de présentation de ces unités de valeur. Donc, on annonce, il y a des cours de néerlandais, il y a des cours de polonais, il y a des cours de théâtre, il y a des cours de langue et culture picarde. Et vous voyez 400 étudiants de première année qui éclatent de rire. Bon. Hein, et bien, ceux-là doivent être bien de la région, vous voyez. Parce que... Non, mais... Ils sont très représentatifs de la façon dont,
quand on est dans le bain, on peut prendre les choses. Mais quand on vient d'ailleurs, alors, ce qui est très typique, c'est les étudiants Erasmus, vous savez, les étudiants de différents pays d'Europe, hein, qui constituent un public très intéressé. Parce que eux, ils n'ont pas ces préjugés-là, cette chape de plomb sur leurs... Et le journaliste, donc, il avait envoyé un de ses collaborateurs enquêter chez les Onzons, donc chez les marionnettistes jumelés avec la fleur. Et donc les marionnettistes étaient là en train de parler, donc le journaliste a présenté la chose comme on va entendre du parler lyonnais. En gros, c'est à peu près ça. Et donc les gens s'expriment, Guignol s'exprime, etc. Et puis donc après chez Thierry de Fichel là-bas, puisque chez des Montreux de Calbretin, je ne sais pas les Thierry de Fichel, il n'y a pas de Fichel. Et donc ils disent, vous voyez, non, nous, en fait, on ne parle pas le lyonnais, on le comprend, mais notre public ne le comprendrait pas. Mais si vous allez à Amiens, vous entendrez les gens d'Amiens, les Picards, la marionnette picarde, parler picard, ils s'expriment picard, et le public comprend et apprécie, on y est allé. Et tout. Donc, ils n'ont pas cité la fleur en tant que telle, c'était ça l'ambiance. Et donc, bon, le micro-trottoir s'interrompt, et puis le journaliste revient en présence de Claude Agege, et puis Claude Agege, alors, qu'est-ce que vous pensez des langues régionales? Qui se veut un fervent défenseur des langues régionales, qui, quand Claude Agege fait une conférence à Valenciennes, cite quelques publications en picard, enfin, qui est au courant de ce qui se passe quand même, et qui dit, en fait, là, bon, il se présente aussi à l'Académie française, hein, je pense que le contexte n'est pas complètement à exclure, et, il est aussi en train d'essayer de vendre un livre, hein, il ne vient pas là par hasard, c'est les éditions Odile Jacob qui lui paye son voyage, enfin, tout ça, ça fait partie, je pense, de la place sociale d'un linguiste reconnu, et qui tend à l'être un peu plus demain qu'hier encore, et donc qui dit, ah mais quand on va dans les rues d'Amiens, on entend un dialecte de français. Voilà. En fait, il casse la baraque, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un peu... Bon, forcément, en tant que Picard, c'est frustrant, c'est pas vexant, parce que, bon, après tout, je veux dire, c'est une parole qui s'envole. C'est pas forcément ce qu'il écrirait, c'est pas forcément ce qu'il pense ou ce qu'il exprime par ailleurs, mais dans cette situation-là, il prend une position qui est une position officielle. Et il ne se mouille pas comme Serki Glini l'a pu le faire dans son rapport à Jospin il y a 2 ans et demi. Il ne se mouille pas autant. Et c'est un poil dommage, quoi. C'est-à-dire que Serki Glini n'a pas fait école. Mais tu crois que c'est faux? Alors là, ça revient à la question que Jean posait. Là, une Berdel, t'es pas un Picard? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas linguiste. Non, mais tu vois, dans la rue, c'est peut-être vrai. Dans Amiens, oui, peut-être. Ah ouais, hein? Père. Voilà, non, c'est vrai, on peut faire le vocabulaire. Moi, je voudrais revenir sur la troisième naissance, enfin, je ne sais plus, oui, la troisième naissance du Picard, celle qui a eu lieu un petit peu en réaction à l'attitude des révolutionnaires, enfin, celle qui a prévalu lors de la Révolution, pour lequel, enfin, c'est plutôt moins ce que tu as dit, les langues populaires constituaient un réel problème. Et c'est évident que les langues populaires constituaient un réel problème. Cette réaction, celle qu'on a appelée le réveil des peuples, a promu les langues régionales, les langues jusqu'alors considérées comme minoritaires. Or, c'est ce long mouvement romantique, ça n'a quand même pas été un mouvement typiquement populaire, c'était une petite bourgeoisie cultivée qui a créé un nouvel espace d'expression, en l'occurrence régional, où il a pu publier, Édouard Gilles et compagnie, on pourra multiplier les exemples. Et maintenant, enfin, je trouve que dans cette création d'un nouveau champ littéraire régionaliste, on est quand même assez éloigné, on crée une littérature, on crée une langue qui a vocation à être reconnue, on est quand même assez éloigné de la première naissance du Picard, celle qui me plaît le plus, c'est-à-dire celle juste après Villers-Cotterêts, où Picard est une langue de la contestation. Et je trouve qu'on arrive assez rapidement, enfin, moi je ne sais pas quoi, est-ce que la langue régionale, une fois qu'elle est connue, peut rester une langue populaire? Est-ce que la caractéristique de la langue populaire, c'est justement de ne pas avoir de statut légitime et de ne pas être reconnu? C'est-à-dire, est-ce que la caractéristique de la langue populaire, c'est pas de rester dans l'ombre et de rester une langue de la contestation?
Oui, c'est ça, on aurait dit. Ça n'est pas une mauvaise idée. Bon. Alors, si j'essaie de reformuler ma façon. Micro. Oui. Alors, donc, moi, je me suis posé aussi la question, est-ce que finalement, le fait de concevoir la façon dont nous parlons comme une langue, est-ce que ça nous aide à parler, ou est-ce qu'au contraire, ça nous dessert d'une façon ou d'une autre? Il y a un bon nombre de langues qui ont une résistance, un irrédentisme, comme on dit, invraisemblable, et qui ne sont accompagnés d'à peu près aucune revendication, ni de statut, ni d'enseignement, ni de rien du tout. Simplement, les gens les parlent, ils y tiennent, et ils n'ont pas du tout envie de les abandonner. Par exemple, la Romanie, hein, la langue des Tziganes, aujourd'hui, commence tout juste à faire l'objet de plans d'enseignement, de standardisation, etc. Ça fait 5 siècles qu'ils sont dans ce pays et qu'ils parlent leur langue, et c'est seulement de façon très épiphénoménale qu'on se pose des questions de reconnaître cette langue. Bon. Donc c'est pas évident que reconnaître comme langue, ça veut dire soutenir les pratiques langagières. En même temps, nous ne sommes pas simplement des animaux, pas seulement, hein. C'est-à-dire que ce que nous faisons, nous le vivons en le pensant. Toute pratique sociale est accompagnée de ces représentations. Bon. Et je pense que c'est un moteur d'un bon nombre d'entre nous, tout au moins ça a été le mien, de penser que c'est pas possible de continuer à subir un tel mépris pour des choses qui ne sont pas méprisables en soi et font partie de la vie quotidienne et normale d'une population. Autrement dit, la revendication de reconnaissance, c'est le refus du mépris. Ça s'exprime forcément en termes de langue. Or, le terme de langue est porteur d'un bagage, surtout pour des Français, c'est porteur d'un bagage d'une histoire de blocage et de polissage qui éventuellement fait mal aux pratiques. Ouais. Autrement dit, vous savez, le schéma dans le français, le modèle du français est tellement élevé, tellement prestigieux, tellement glorieux, tellement ceci, tellement cela, que quand on observe comment les gens parlent français, on est déçu. Hein, c'est le contraste forcé. Bon. Et il y a à craindre, effectivement, que en disant le picard est une langue, on évoque également, on appelle ce démon-là, c'est-à-dire que les gens disent ah, c'est une langue. Ah ben, moi, je parle pas picard, hein, je parle pas toi. Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. C'est pas sûr que ça aide. Est-ce qu'on risque pas aussi de créer une élite qui fera appliquer ou qui enseignera un picard normal, défini selon une norme, et que les membres du groupe populaire qui parleront une langue qu'ils ne reconnaissent pas comme langue, qu'ils conçoivent de façon tout à fait naturelle, vont encore subir. Est-ce qu'on ne risque pas de faire avec le picard ce qu'on a fait avec le français? C'est-à-dire dire à des enfants, enfin tu parles mal le picard, tu as 0 et tu auras 3 heures de colle. C'est déjà ce qui existe aujourd'hui. C'est déjà ce qui existe aujourd'hui en domaine occitan, où il y a des enseignants d'occitan qui enseignent le languedocien, et on a créé des postes d'enseignement en occitan, et le type est nommé en plein Béarn, et il enseigne le languedocien à un enfant dont la langue est assez franchement différente, c'est du béarnais, et alors le gosse ne reconnaît pas ce qui se parle chez soi, et par ailleurs, il n'a pas des bons résultats en occitan. Alors c'est vraiment sa langue maternelle. Hein? Quand même, sauf exception, une langue s'installe avec... Non. Qu'elle s'installe, je ne sais pas. Je voulais citer aussi. Ah oui, c'est un modèle courant. Et puis il y a un pouvoir politique qui soutient la nation, la communauté, que la langue. Je crois, je ne
sais pas si c'est vrai, il me semble avoir lu que le slovène était une langue tout à fait en disparition et que c'est un poète, donc ce public, qui aurait réintroduit la langue au moment où la Slovénie... Je ne connais pas le cas de la Slovénie, mais je ne crois pas, j'ai quand même un a priori, je ne crois pas que la personnalité d'exception réintroduise la langue. Bon. Par contre, que d'un seul coup, elle la produise au jour et que tout le monde s'y reconnaisse, ça c'est très bien. Je voulais citer le cas du breton aussi pour répondre à la question. Le breton, aujourd'hui, alors il y a une situation passionnante pour les sociolinguistes, à savoir que les néo-bretonnants aujourd'hui deviennent assez nombreux. Et ils ont appris un breton standard qui ne correspond à aucun breton traditionnel. Bon. Et donc, vous avez le cas fréquent de jeunes qui apprennent le breton, et qui éventuellement ne sont pas originaires de la région. Hein, bon, donc ils apprennent le breton, et ils ne peuvent pas parler avec les bretonnants qui ont reçu ça par tradition familiale. Hein. Situation étonnante. Actuellement, je crois qu'on ne peut pas dire ce que ça va donner pour la langue. Est-ce que ça va est-ce que ça va l'achever ou est-ce que ça va la sauver? Je crois vraiment qu'on se pose des questions aujourd'hui. Pardon, des questions à voir. Je voulais simplement dire, c'est pas une question, mais pour rebondir sur ce que vous disiez tous les deux, que moi qui suis né en Picardie, qui habite toujours à quelques kilomètres d'Amiens, cet après-midi encore, j'ai rencontré Garde Champêtre, l'épicière de mon village, et je discute, je me lâche, je discute dans un... Il y a des mots picards, mais j'y fais pas attention. Dans un milieu tel que celui de ce soir, je me garderai bien de parler le moindre mot picard, parce que j'ai l'impression d'être entouré de gens qui sont un petit peu ceux qui détiennent cette langue et qui pourraient me regarder d'un mauvais œil comme la parlant très mal. Et je me réfugie donc dans le français, ce qui est bien plus facile pour moi. Et ça, c'est bien, très bien. Oui, c'est ça. Et je me mouche pas quand je suis dans mon village. Voilà. Où là, je me lâche et je garde Champêtre, ils me diront rien. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même. Moi qui suis corse, la naissance et d'adoption et de cœur. Je sais que je suis corse de cœur et de naissance, les Picards de cœur aussi et d'adoption, depuis 50 ans. Et donc, ce que vous dites sur le... J'ai retrouvé pas mal de choses de ce que vous dites. En Corse, c'est un peu le même problème. Hein. Mais vous... Parce qu'en Corse, on parle... Le corse, c'est vraiment très différent du français. Hein. C'est vraiment une... Enfin, pour moi, c'est une langue à part entière. Avec sa grammaire, sa... Ah non, non, c'est pas de l'italien, c'est du corse. C'est que le problème du corse se situe par rapport à l'italien. Non, c'est sûr que c'est... La parenté linguistique est... C'est voisin, oui, la lingua cucina. Mais, non, mais ce que vous disiez, à propos du mépris, etc. Moi, quand j'allais à l'école, donc je suis... J'ai l'impression que j'ai 70 ans, donc ça correspond à cette époque. Et quand j'ai lu le Cheval d'Orgueil, que tout le monde a lu bien sûr, j'ai retrouvé exactement le même problème, à savoir que quand on parlait corse à la récréation, on se recevait un coup de règle sur les doigts, etc. Enfin, moi j'avais la chance d'avoir une institutrice intelligente qui nous a insufflé un tas de bonnes choses, donc, qui était au-dessus de ça, et elle nous laissait parler corse. Mais justement, ce que vous disiez, des gens qu'on empêchait de parler corse, ils parlaient corse encore plus derrière, etc. Et les gens faisaient des chansons pour se moquer. Ça rejoint exactement ce que vous avez dit, on retrouve. Et maintenant, il y a un autre problème, enfin, que vous entendez à la radio, quelquefois, et à la télé, quelquefois déformé, mais on demande, enfin, les nationalistes, entre autres, demandent l'enseignement du corse de la maternelle à l'université. Vous voyez le travail, hein, et c'est un corse enfin, standard et avec un tas de néologismes à n'en plus finir, où les vieux n'y s'y retrouvent plus, hein, du tout, hein, absolument pas. Alors les vieux disent, oh là là,
va falloir que je retourne à l'université. Pour vous répondre sur ce point-là, moi je suis pour l'enseignement obligatoire du corse, en Bretagne. Oui, mais attendez, il y a des enfants qui n'ont pas envie d'apprendre le corse, parce que, comme vous disiez tout à l'heure très justement, comme c'est pas le corse que leurs parents parlent et qu'ils ont entendu avec les copains, etc., et qu'ils entendent parler depuis qu'ils sont tout petits, ils se ramassent un tas de mauvaises notes, alors ils disent, bon, il y a déjà des maths, l'anglais, le ceci, cela, moi j'ai pas envie de faire du corse, parce que je me récolte de mauvaises notes. Enfin, vous voyez, c'est un vaste problème, et qu'on retrouve... Ça concerne toutes les langues régionales. Ben, bien sûr, exactement. À partir du moment où le standard monnaie, on appauvrit. Parce que, comment dirais-je, en fait, il n'y a pas de frontière. D'un village à l'autre, n'y aurait-il que simplement la pancarte pour les séparer, on retrouve 80% et 20% qu'on ne connaît pas, ou qu'on a du mal à encaisser. On l'encaisse petit à petit, on arrive à se comprendre. Mais on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout. Et si on se comprend, c'est certainement pas grâce aux langues. Je veux dire, des langues, c'est des objets bien délimités, alors que les gens vivants, ils parlent, ils font des gestes, ils ont des yeux, ils ont des mimiques, etc. Ils se débrouillent, ils comprennent à moitié, ils comprennent aux trois quarts, etc. Et la pratique de communication, par bonheur, est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ces espèces de monuments encadrés que sont les langues. Donc on rejoint la question de tout à l'heure. Mais pour en venir en Corse, les gens parlent beaucoup plus en corse que français. Beaucoup. Oui. En Picard, on n'avait pas le droit de parler Picard. Ah bah oui, mais ça correspond à une génération. Oser parler Picard, En Corse aussi, c'est nouveau le fait que les gens reparlent corse. Il y a quelque chose de nouveau à la fin du siècle. C'est tout à fait nouveau. Il y a quelque chose de nouveau à la fin du siècle. Oui, parce qu'avant, on n'avait pas le droit. Les gens qui avaient une toute petite situation, qui étaient gendarmes douaniers ou gardiens de prison, etc., quand ils revenaient, ils préféraient que leurs enfants parlent un très mauvais français, comme eux, plutôt que de parler une Corse avec toute sa poésie et sa saveur. Finalement, le Picard qu'on enseigne à l'université Picard du Jules Verne, c'est celui d'Amiens, d'Abbeville, du Vermandois, lequel... C'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Je ne suis pas encore y aller. Je ne suis pas encore allée, alors avant peut-être... Et cette fois, tu lui dis donc comme ça, il verra. Alors, je dois dire, nous enseignons des choses sur le Picard depuis un certain nombre d'années. Et jusqu'à présent, en Picard, enfin en pratique de la langue, nous avions une pratique très superficielle de compréhension de textes écrits. Bon. Donc, je ne peux pas vous répondre, voilà ce que nous faisons. Cette année, pour la première année, nous allons faire un enseignement de pratique de la langue. Ça va se passer à partir de février. Avec l'accent de quelle région alors ce qui est envisagé, hein, mais on est encore en train d'y réfléchir et de régler les choses, c'est en matière de compréhension de toucher des gens de différents coins du domaine. Bon, hein, c'est-à-dire que ça nous paraît tout à fait essentiel de concevoir que c'est pas seulement je picarde ma coin, hein, mais on essaye de toucher une dimension langue, c'est-à-dire tout le domaine linguistique. Bon, ça c'est un premier principe. Maintenant, au point de vue production, dans la mesure où on demande aux gens de parler quelque chose, eh bien, on n'est pas là pour faire les caméléons. Et donc, c'est soit celui qu'on connaît déjà, soit celui qu'on choisit, hein, mais on ne demande pas aux gens de parler plusieurs sous-variétés, mais d'en avoir une à eux. Vous savez, on reparle du Corse, mais dans le cas du Corse, il n'y a pas non plus de standardisation, il y a aussi des Corses de différents points, et on se comprend même pas.
ça va jusque-là. Bon. Entre le corps de Basquiat, le corps et celui Oui. La barbe avec le corps, la barbe. Bon, ça n'a pas empêché du tout de monter des programmes d'enseignement qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent jusqu'au CAPES. Donc la standardisation complète n'est pas une absolue nécessité. Alors là, puisque nous on est dans le cas de standardisation vraiment pas complète, de toute façon, on va essayer d'amener les étudiants à entendre et à comprendre et à repérer différentes façons à l'intérieur du Picard. Maurice. Quand on évoque l'histoire du Picard, il y a deux faits qu'on cite généralement que tu n'as pas repris et sur lesquels j'aurais bien ton avis. Le premier, c'est, bon, tu ne pouvais pas tout dire, hein, c'est la nation picarde à la Sorbonne au Xe ou XIIe siècle, il y avait 4 nations, dont une nation picarde. C'était important ou pas? Et puis la deuxième idée, c'est la floraison extraordinaire de chansons, d'histoires, etc., d'Almanach au début de ce siècle, qui a fait les Rosati, etc., qui a fait pour le succès du Picard, qui a été une action formidable. Quand on cantouche l'araignée au Barnum dans les banquets de village, j'ai fait de la propagande pour le Picard irremplaçable, quoi. Et c'est ce que fait Schlancheron maintenant. Mais à vrai dire, je pense pas que c'était de la propagande pour le Picard. Le problème n'était pas là. C'était pour rigoler. C'était pour rigoler, sans penser principalement à la langue. On faisait pas la langue pour la langue, on faisait la langue pour... Ah oui, mais ça donnait envie de le parler. C'est ça. Alors sur la nation picarde au Moyen-Âge, oui, effectivement, ça me paraît un détail de peu d'importance. Ah bon, ouais. C'est-à-dire que bon, le nom Picard existe depuis... Enfin, on en a des attestations depuis le XIe siècle, je crois. Au début, c'est un nom propre de personne. Hein. Alors, Picardus, ça veut peut-être dire celui qui a une pique à la main, ou des choses comme ça. Bon, donc le mot existe. Hein. Et puis, on le retrouve en latin, on le retrouve dans les textes français. Alors, la nation picarde, en l'occurrence, ça ne me paraît pas très important parce que c'est dans les fonctionnements universitaires, il y a répartition, c'est quasiment l'équivalent des diocèses. Ou bien on en aurait une image d'actualité avec les maisons d'étudiants, hein, les résidences internationales, où vous pouvez avoir une répartition en 4 bâtiments par exemple. Il faut bien leur donner un nom. Bon. Alors, à mon avis, c'est de cette nature-là, les nations de l'université de Paris au XIIIe, et rien de plus. La preuve, c'est que il y a des coins qui n'ont jamais été en aucune façon picards ou picardophones, et qui font partie de cette nation picarde. Le diocèse de Liège, par exemple, hein, fait partie de la nation picarde, ce qui veut dire que c'est pas une nation au sens qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. C'est une désignation... Autre analogie, peut-être ce qu'on appelait pendant un moment dans les universités les corpos. À mon avis, c'est quelque chose du même ordre. C'est un mode d'organisation interne de la population étudiante. Alors, c'est quand même sur une base géographique, mais pas du tout sur une base ethnique. Hein, sur une base géographique, quoi. Comme si on disait ceux qui prennent le train à la gare du Nord. Alors qu'à l'époque, c'est un peu raide. Je pense, par rapport à ce que disait Maurice, ce serait intéressant de développer, ça serait très long, la littérature écrite de la fin du 19e, du mi-19e jusqu'à la guerre 14 et même au-delà. Moi je trouve qu'il y a quelques modèles, en particulier celui de Mistral, qui a vers des gens, je dis ça vraiment sans arrière-pensée du tout péjorative, quelqu'un comme Édouard David s'est fixé, qui n'est pas issu du tout de la bourgeoisie, qui est issu du milieu le plus populaire amiénois et le plus ouvrier et qui a fini, qui a fait sa carrière au service social de la préfecture d'Amiens, et donc qui a tout le temps baigné dans un monde où il a côtoyé la misère,
au quotidien des filles-mères, etc., etc. Et donc, quand il s'exprime, Édouard David, il a pour modèle, à mon avis, et selon l'avis aussi de Pierre Garnier, qui l'a beaucoup étudié, et bien étudié, il a le modèle de Mistral, avant que Mistral n'obtienne le prix Nobel en 1904 ou 5. Mais Mistral a aussi obtenu le prix Nobel parce que son œuvre provençale a été traduite en français et reconnue comme Cheval d'Orgueil, comme bien d'autres gens, parce qu'il a été traduit en français pour qu'il soit apprécié de l'élite, et puis l'élite culturelle, politique, peu importe. Enfin, non, ça importe pas peu, mais... Et donc, des gens comme Édouard David sont des gens qui écrivent pour les lettres, à mon avis. Pas pour s'amuser seulement. Ils écrivent pour faire beau. Édouard David, je prends que cet exemple-là, on est rue Édouard David. Édouard David a été apprenti imprimeur à mi-temps tout en continuant à travailler. Donc il a appris ce que c'est que le beau livre. Les éditions luxueuses d'Édouard David, à Drouot, cette année, au mois de juin, ça part à 3 000, 5 000 francs. Quand c'est à la salle des ventes d'Amiens, ça part à peu près dans les mêmes tarifs. C'est-à-dire que ce sont des livres rares, prisés, reliés depuis un siècle, qui n'ont pas bougé, quand ils sont en bon état, bien entendu, et qui font également l'objet d'illustrations de grande qualité. C'est-à-dire qu'en fait, que toute une société cultivée va, à travers l'objet imprimé, va s'exprimer soit par la sculpture ou la gravure, le dessin, soit à travers la poésie, qui reste une poésie somme toute assez classique, et parfois même un peu, comme le dit Pierre Rivard aussi, parfois un peu misérabiliste, tout ça, mais bon, quand on se replace dans le contexte, ça s'exprime et ça parle à un certain nombre de personnes, et donc ça valorise. On pourrait citer des Rousseau plutôt à Lille, enfin je pense que Pierre le fera au mois de mai. On pourrait citer Watteau, on pourrait citer des gens qui cherchent à diffuser. Watteau, il fait quand même son journal du Brouteux, et il ne vit que de ça pratiquement. On pourrait parler, dans une époque qui va nous rapprocher un petit peu plus de Mousseron, à Valenciennes, qui va créer le personnage célèbre de Cafouniette, mais qui va quand même éditer 14 bouquins de son vivant, un 15e après, qui vont être édités. Si on ajoute de son vivant les éditions, on dépasse les 100 000 exemplaires. Il est encore récemment réédité dans des collections qui présentent ses œuvres complètes, qui sont exclusivement en picard. On peut prendre des gens comme, alors là on va évoluer, des gens encore plus près de nous comme Mousseron est mort en 1943. Quelqu'un comme Simons à Lille par exemple, qui meurt en 1979, donc lui va s'exprimer en français patoisé de Lille, et puis en patois un peu mieux, dans ses enfin un peu plus, comment t'as dit, authentique, plus près des 100% que des zéros. Quand il va faire des dialogues avec une Dariel, ça sera à la radio, c'est-à-dire qu'il va utiliser des nouveaux moyens de communication qui lui sont à sa portée. La première télévision régionale en France, c'est à Lille, c'était il y a 50 ans. Simons travaillait à la radio de Lille, mais avant-guerre, il faisait de la radio, et après-guerre, il a fait de la télé, il a fait du film, il a fait un tas de choses, et aujourd'hui, il y a des gens qui s'emploient à sauvegarder son œuvre, tant picturale d'ailleurs, qui est absolument exceptionnelle, qui est d'ailleurs aussi très cotée pour le peu qu'on en voit passer un jour en vent, et puis que son œuvre littéraire en français, en picard ou en patois lillois. Donc en fait, ça procède, oui, de la rigolade, mais je pense que tu l'as bien fait sentir tout à l'heure, à mon avis en tout cas, ça procède aussi d'une aspiration littéraire qui donne place à l'expression, une forme d'authenticité. On va prendre un dernier exemple. Géolie Brecht, par exemple, a tourné, pour avoir fait le tour à peu près de tout le monde, dans ceux qui sont peut-être les plus représentatifs. Géolie Brecht a tourné, homme d'affaires, diplomate, etc., poète reconnu tout au long de sa carrière, poète français, né à Tournai, mais qui a navigué dans le monde entier. Une grande carrière littéraire en français. Avec de nombreux prix, etc. Et en 1963, à l'automne de sa vie, comme on a coutume de dire, il se met à écrire en patois de Tournai, en picard de Tournai, et donc il parle de son clocher, enfin de ses 5 clochers, puisqu'il y a 5 clochers à la cathédrale de Tournai. Et puis de là, en 1963, il y a une espèce de tournant qui se prend, et donc
il autorise, entre guillemets, un certain nombre d'autres personnes à écrire une poésie. Alors lui, il a commencé par être reconnu en français, et c'est presque une exception. Et puis ensuite, il autorise comme ça une écriture en picard qui, à tourner, va prendre des allures très modernes, qui vont complètement se détacher des standards de l'écriture de la poésie en français, par exemple. Les Tournaisiens vont abandonner très très rapidement la versification, la prosodie, etc. et vont écrire librement un certain nombre de choses et là c'est la poésie dans son sens fort, dans le sens où elle crée des images, par exemple. Et on retrouve ça ailleurs. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser. Ceci dit, il y a une tendance et une aspiration vers une qualité littéraire qui fait que ça n'est pas destiné, je vais dire, à usage unique. C'est-à-dire, c'est pas fait pour un public à un moment donné pour parler d'une situation qui va faire rire par complicité, parce qu'on connaît la personne dont on se moque, parce qu'on connaît la situation d'avance, ou du moins l'interlocuteur connaît. Non, on arrive à une littérature qui a une fonction à travers le temps, à travers l'espace, de diffusion, et je dirais qu'on n'a pas honte de la relire quand on l'a soi-même écrite ou déjà lue, et on n'a pas honte non plus de la transmettre vers d'autres qui ne sont pas forcément des locuteurs de cette langue-là. Alors ça, au sein du domaine picard, ça se ressent bien, mais même en dehors du domaine picard, je pense en particulier aux Normands du Cotentin, du département de la Manche, qui sont attentifs à la production littéraire picard, comme je les connais moins, les Wallons le sont également par rapport au picard, ils sont attentifs à une production de qualité qui tire vers le haut, quoi. On arrête de traduire les fables de La Fontaine pour la xème fois. Alors, on va t'arrêter là, mais si certains... Mais vous savez qu'il pourrait continuer comme ça pendant des heures. Oui. Jusqu'au mois de mars, il dit là. Ah bon, au mois de mars. Bon. Donc il fera ça au mois de mars. Bon. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu illustres, en tout cas, c'est un point que j'avais prévu de soulever, et puis j'ai quand même abrégé un peu. On a écrit, je l'ai peut-être même un peu répété là, que le XIIIe siècle avait été le siècle d'or de la littérature picarde. Bon. Hein? Ou le siècle d'or de la Picardie. Ça peut se discuter. Il y a le siècle d'or de la littérature picarde. Bon. Et moi, je m'inscris complètement en faux là-dessus. Je ne suis pas d'accord du tout. D'abord parce que le picard n'existe pas au Moyen-Âge. Ce qui existe, c'est du franco-picard à l'intérieur de la langue françoise. Donc, c'est pas le picard au sens où on peut y penser aujourd'hui. Et deuxièmement, s'il y a un siècle d'or, c'est milieu 19e, milieu 20e. Ou fin 20e. Hein? Vous voyez ? Oui, siècle d'or de la littérature picarde, c'est maintenant. Hein, on n'a jamais autant produit et avec autant d'exigences de qualité. Et s'il vous plaît, comment expliquer alors le peu de succès de livres, je crois, édités par l'éditeur Ancrage, il y a quelques années, qui avait sorti un Édouard David et puis à la fleur, je crois. Oh, si, ça a bien marché. Ah bon, ça a bien marché. Ah bon. C'est très difficile de vivre que du picard. C'est peut-être ça. Je pense qu'Ancrage est un éditeur et que... Ah non, non, il a fait une expérience et il n'a pas continué. Voilà, c'est ça. Il a d'autres collections. Oui, moi je voulais tout d'abord remercier avant tout M. Leribaud, qui est directeur de l'Office culturel régional, M. Olivier Angelaire, qui s'occupe plus spécifiquement du département culture picarde, patrimoine, etc. Et bien entendu Jean-Michel. Mais je voulais attirer votre attention sur 2-3 petites choses. Je vais faire très court. Là, nous revenons de Lyon et on a la chance d'avoir ce soir parmi nous un Lyonnais qui justement ne serait pas là ce soir si on n'y était pas allé et si on n'avait pas en quelque sorte parlé aussi picard là-bas. Et on s'est exprimé bien entendu avec les marionnettes, mais on a fait 2 types de spectacles. On a fait un spectacle dans le théâtre de Guignol avec la compagnie des Zonzons qui donc nous recevait, puisqu'on les a reçus ici en juin 99 pour le jumelage
Lafleur Guignol, et là c'était le retour Guignol Lafleur. Donc là-bas, en soirée, on a vraiment joué avec les décors et tout. Tandis qu'au Palais de la Mutualité, l'après-midi, on était reçus par la Société des Amis de Lyon et de Guignol, qui elle est jumelée avec l'association qui nous chapeaute, c'est-à-dire le Théâtre d'Animation Picard. Et là-bas, on a joué à vue, c'est-à-dire que les marionnettes étaient simplement éclairées, il y avait des accessoires, donc on n'avait pas du tout l'esprit attiré par des décors. Et on a joué une bouffonnerie où il y avait vraiment beaucoup de Picard et rien n'a été expurgé. C'est-à-dire que on a résumé avant de manière à tremper les gens dans un véritable bain de Picard. Et après, on a eu l'occasion de parler avec pas mal de personnes. Et c'est ce qui les a vraiment intéressés. C'est non seulement de voir, bien sûr, la marionnette en action, puisque c'est pas du tout le même genre de manipulation que par chez eux, mais d'entendre aussi, en ayant eu un résumé avant de thème de l'histoire, en pouvant entendre ce Picard. Et le monsieur qui, justement, est allé au Palais de la Mutualité, le professeur, je crois aussi sur Amiens, à l'université, dans des cours, et il est parmi nous ce soir, s'il veut s'exprimer, il pourra le faire après, bien sûr. Bon, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'été, on fait pour les touristes un spectacle qui change tous les ans. Et à peu près tous les ans, on a sur le Livre d'Or plusieurs réactions de personnes qui ne parlent pas seulement de la marionnette, ou qui n'en parlent même pas, mais qui disent surtout, continuez de garder votre langue. Et ça réchauffe le cœur vraiment, parce que à chaque fois, on retrouve ces mots, et on ne francise pas, on garde toujours, même pour des jeunes enfants, et on a eu une petite discussion avec les Zonzons là-dessus, parce que eux partent du principe qu'ils ont peur que s'ils parlent vraiment lyonnais, ils ont des spectacles où ils expurgent le lyonnais quand ils ont plus d'enfants, ou qu'ils font que des scolaires. En scolaire, nous, on joue exactement de la même façon que pour le tout public. Mais bien entendu, en expliquant, en résumant de manière à ce que les enfants sachent, connaissent la trame de l'histoire. C'est comme lorsqu'on va au Japon, en Sicile, on nous dit bah, ils ne vont rien comprendre. Bon, les trois quarts ne comprennent déjà pas le français, alors on malaise le Picard. Mais avec un résumé dans la langue du pays, avec un interprète, eh bien, tout passe très bien. Voilà, alors la dernière chose que je vous dirais, c'est que si vous avez envie d'entendre du Picard, n'hésitez pas, parce que tous les mois on fait une veillée Picard ici, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, et en plus il y a toujours un chocolat à boire, hein. Et puis ce soir je sais que l'Office culturel régional que M. Loribaud représente ce soir, entre autres, eh bien vous offre le pot de l'amitié. Voilà, s'il y a d'autres questions. Il serait raisonnable de considérer que c'est le mot de la fin. Oui. Donc, merci beaucoup à tous. De montage sur un PC, tu n'as pas besoin du système de montage qui est sur le caméscope, qui grève le prix. Oui, maman. On a ramené la couette qui était sur le lit d'Olivier. Oui, c'est bien ça. Ce coup-ci, je dis Olivier, je dis, faut pas oui. l'oublier. Bah non, comme ça je pourrais que d'en laver une, puisque c'est des machines énormes. J'ai été voir, et c'est vrai que je peux en mettre deux. Mais c'est bête d'en mettre une, alors qu'on en a deux finalement. Donc ça permettra de les faire à deux pour le même prix. Donc ça sera intéressant, je les sécherai à deux comme ça, ce qui fait qu'elles seront bien propres. Plutôt que de porter au nettoyage, parce que ça va me coûter aussi cher que de les porter au nettoyage, c'est vrai. Mais je préfère les laver parce que je trouve que finalement c'est plus propre. Parce que quand on s'est porté au nettoyage, tous les linges sont mélangés parce qu'on prend ça dans les airs. Donc avec d'autres personnes. Avec des produits. Quoi? Tu sais, j'ai une espèce de sciatique. Oui, voilà, oh, c'est mauvais. Moi, ici un petit peu, moi. J'ai l'habitude un peu. Ça me dit le cocotte, quoi.
Et ton chat, il est où? Ah ben écoute, tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient, souvent il sauve. Alors je ne peux pas te dire. Je vais regarder. Tu crois qu'il est dans la maison? Ah non, s'il n'est pas ici, il n'est pas ici. Non? Ah non. Moi aussi, ils sont dans le cachet quelque part. Il faudrait qu'on arrive à le trouver. Il faudrait qu'on arrive... Vous débrouillez. Ne pas, c'est peut-être pas ton air la vitre, Olivier. J'ai introduit maintenant. Il a l'air net. Exactement. Par contre, il est bleu. Non, en fait, Ah, parce qu'il est à l'extérieur, c'est normal. Il je est à pensais l'éclairage faire du avec jour mes parents, et parce que comme l'année dernière, il va filer par là je sais aussi. pas, j'avais rien fait du tout avec eux. Oui, bien sûr, c'est pour ça que Mais je me disais, c'est vrai qu'il s'est pas. Voilà. Vous allez avoir la Ah oui, c'est possible, oui, vous allez pouvoir manger encore. Pouvoir manger. Non, parce que quand on fait réveillon. Non, Mais c'est possible, oui, c'est possible. Ouais. Puis pour voir si on peut nous ramener quelque chose aussi, si je peux préparer, je sais pas, moi par exemple une entrée, ou... enfin voir... Non, il faut vous organiser un... Oh, tu vas être fatigué, oui, tu vas être fatigué. Non mais à mon avis, on va pas se coucher à des heures. Non, ben ça, je vais m'en occuper, non, c'est pas... C'est rien, ça je vais m'en occuper. Non, ce que tu peux faire, c'est quelque chose que tu n'as pas préparé en fait. Quelque chose qui est dans l'immédiat, mais pas quelque chose qui est... C'est pas ça occupe. Et pour décider, on a encore le temps d'y réfléchir à ce qu'on va faire, hein, mais c'est ce que tu... Enfin, bref. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'on va faire quasiment? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est ça que je veux dire. Ah oui, on va y réfléchir. Voilà. Hein? Comme ça, de but en blanc. Là, je ne pensais pas. Mais c'est vrai qu'il faut commencer à y penser parce que c'est vite C'est dans un mois. Voilà, c'est ça. En fait, on est combien aujourd'hui? 26? Et à la nouvelle année, vous faites quoi? Parce que par contre, à la nouvelle année, on vous invite au restaurant. Où ça? Ah. Chez les bigles. Parce que j'ai appuyé sur le menu, mais ça ne fait rien du tout. Hein. Non. Enfin, avec la roulette, on peut faire bouger le menu. Ouais. Mais afficher ce qu'il y a dedans... Si, il faut appuyer sur la roulette. Ah, il faut appuyer sur la roulette. Ouais. Moi, je vais simplement tourner. C'est bien. On s'applique. Sortez les beaux verres. Hein, c'est sûr que je m'applique et je fais pas. Vous avez sorti les beaux verres. C'est les verres du dimanche. Oui, les verres du dimanche. C'est du dimanche. En fait, c'est un quel jour, le 25? C'est un de la semaine, un quel jour? C'est un lundi. Un lundi? Et quoi? Un jour de Noël. C'est là, un quel jour que c'est? Ah non, le réveillon, c'est le dimanche, là? Oui, c'est dimanche soir. Dimanche soir, c'est... Non, c'est le 25. C'est un lundi. Enfin, c'est 25 pour ça, c'est un lundi. Je fais côté dans la semaine. Un long week-end. Ça te fait un long... Enfin, ça vous fait un long week-end. Ça te dit bien. Tu peux qu'on prenne des congés. Je dis le fait qu'on prenne des congés, ça moi j'en prends. Un très long week-end. J'ai des week-end. Allez, on a un week-end depuis longtemps. Ouais. Un week-end prolongé. Ouais. Tiens, fais une caresse à ton chat, Aimé. Fais une caresse à ton chat. Ça y est, Aimé. Tu peux le lâcher, d'accord.